Donc Pierre, si tu veux bien ouvrir cette conférence inaugurale. Donc Pierre a été un membre très actif du groupe d'élaboration de cette proposition de programme de première qui sera l'objet de ce PNF. Celui de Terminal sera présenté évidemment l'an prochain. Nous l'espérons dans le cadre du futur PNF. Donc Pierre, merci au nom de l'Académie de venir ouvrir ce colloque. C'est celui-là, oui. Bon. Oui, non, celui-là. Bon, alors je vais prendre celui-là. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, bonjour. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, ça ne va pas, alors il faut prendre celui-là. Bon, je répète. Mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, bonjour. Je suis extrêmement touché par la proposition qui m'a été faite par Robin Baudevex et Aristide Cavaillès d'ouvrir ces 2 journées du plan national de formation. Dans ce que notre groupe a construit, ma part est demeurée tout à fait modeste. Mais je tiens vraiment à dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec ce groupe d'une dizaine de personnes, mais aussi à rendre hommage aux confrères de l'Académie qui ont accompagné notre travail discrètement mais efficacement, et en particulier aux climatologues et aux mathématiciens que j'ai pu consulter avec l'aval du groupe pour travailler à une expression aussi juste que possible de nos propositions. Dans cette ouverture, je ne vais pas détailler les programmes de première et terminale que vous connaissez déjà, qui vont être présentés ensuite plus de manière fine. Je vais plutôt essayer de vous donner ma propre lecture de la mission qui nous a été confiée, de l'esprit dans lequel, je crois, nous l'avons conduite ensemble, et des conditions, à mes yeux, absolument essentielles pour réussir sa mise en place dans tous les lycées de France. Et je rejoins presque mot pour mot ce qui vient d'être dit par Édouard Kerklik sur la mise en place. Nous sommes au moins 2 à être sur la même ligne et la même sensibilité. Alors, première question, pourquoi donc mettre en place un tronc commun enseignement scientifique? Tous les élèves pratiquent des sciences et technologies depuis l'école primaire, grâce en partie, je crois, à la main à la pâte depuis plus de 20 ans, beaucoup au collège et enfin en seconde. Mais nous savons bien, et d'ailleurs il y a quelques enquêtes de l'ADEPE qui le confirment, que ces élèves n'ont pas nécessairement compris ce que nous appelons la science. C'est un mystérieux amalgame qui est fait d'observation, d'analyse, de raisonnement, d'investigation, d'expérience, de démonstration, de preuve, d'esprit critique, de synthèse, d'imagination. Ça fait beaucoup. Et c'est, nous le savons pourtant, cet ensemble qui détermine ce que l'on peut appeler la science. C'est cette science qui a façonné le monde dans lequel vivent tous nos élèves, et plus encore, nous le savons, qui façonnera celui dans lequel ils vivront demain, et qui apporte aussi, avec la technique, un certain nombre de réponses à ce monde difficile dans lequel ils vont entrer. Donc, c'est bien, et il n'est pas inutile de le répéter encore, à tous les élèves que nous voulons nous adresser et que nous proposons de faire de la science. Faire, et non pas seulement ou principalement apprendre de la science. Les leçons de science, qui sont importantes, je crois que jusqu'à la classe de seconde, les élèves ont eu près de 1000 heures de mathématiques, ils ont eu plusieurs centaines d'heures de SVT ou de physique-chimie, un peu moins de technologie. Hein. Mais ces leçons de sciences diverses, lors de ces années, ont eu pour but essentiel et affirmé, et légitime d'ailleurs, de transmettre des connaissances et des capacités à utiliser dans des situations concrètes.
Et le tronc commun ne veut pas d'abord proposer d'ajouter à cette couche déjà substantielle une nouvelle couche de connaissances nouvelles, spécialisées en disciplines, qui serait au fond le décalque des années précédentes. Au contraire, en s'appuyant sur ces acquis antérieurs, parfois fragiles, il faut bien le reconnaître, il veut faire percevoir à tous les élèves justement ce mystérieux amalgame qu'est la science et, plus mystérieux encore peut-être, la relation de tous ces substantifs que j'ai énumérés tout à l'heure avec la vie quotidienne et surtout la société. En un mot, et ça nous a servi de guide dans l'écriture du programme, il veut permettre à tous les élèves de saisir quelques bribes ou beaucoup de bribes de ce grand récit construit par les sciences de la nature. Je reprends ici le terme de Michel Serres, un récit qui est indissociable de l'aventure mathématique et désormais aussi de l'aventure informatique. Tronc commun. Sur les bancs d'une même classe, ceux qui ont choisi des spécialités scientifiques et ceux qui n'en ont choisi aucune, ou même peut-être qui les ont volontairement fuis, vont se retrouver à l'image de la société française. Et je cite ici longuement Michel Serres, que nous avons auditionné au début de notre travail du groupe et qui s'exprimait de la sorte. Mis à part la médecine, deux sortes de sciences, exactes et humaines, s'enseignent parmi les nations. Et, selon ces deux voies, séparent deux populations distinctes, littéraires, juristes, humanistes d'une part, et scientifiques de l'autre. Les uns ne savent rien des autres. Des cultivés ignorants s'opposent diamétralement à des experts incultes, sans aucun partage médian. Deux familles de savoir, certes, mais surtout deux types d'aveuglement. Et il poursuit. Ceux qui, dans nos sociétés, détiennent la parole publique et jouissent d'influence, ont tous, sans exception, été formés aux sciences humaines, économie, sociologie, commerce, finance, sciences politiques, etc. Leur parole a une efficacité majeure sur la société, mais aucun impact sur le monde. De leur côté, ceux qui contribuent aux transformations techniques ou biologiques font basculer le monde et métamorphosent la société. La rupture essentielle, la voilà. D'une part, une société complètement transformée par les sciences dures, mais de l'autre, dirigée par les sciences douces. Il nous faut à tout prix réparer cette cassure. Je crois que, s'agissant de maintenir sur les bancs d'une même classe les deux fractions de la jeunesse qui appartiendront ensuite soit à l'une, soit à l'autre de ces deux catégories, est pour nous un impératif si toutefois l'on se rallie à l'analyse que propose Michel Serres et à laquelle l'expérience en tout cas me fait assez volontiers adhérer. Donc, on nous a beaucoup dit que ça allait être difficile. Nous allions avoir des classes ES très hétérogènes. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de regrouper tous ceux qui ont pris des spécialités scientifiques d'un côté, parce qu'au moins ils ont un langage commun, et puis eux ils savent des sciences, et puis de l'autre de mettre tous ceux qui n'ont pas pris, dont on sait bien que l'appétence pour la science est très modeste, sinon la fuite, et que de ce point de vue-là, on aurait une bonne homogénéité permettant de les traiter. Eh bien non, justement. Ce n'est pas ce à quoi appelle le diagnostic de Michel Serres. C'est en réalité dans ces classes d'enseignement scientifique que nous avons une chance extraordinaire pour réparer chaque année cette cassure de notre société chez plus de 400 000 jeunes au moment de leur choix d'avenir
en instaurant dans ces classes coopération et dialogue autour de la science. Une occasion qu'ils n'ont peut-être jamais eue, qu'ils n'auront peut-être plus dans leurs études supérieures, et qui en tout cas aurait sans doute un écho dans les dîners familiaux le soir, ce qui n'est pas négligeable à cet âge où l'on fait ses choix. Il est évident qu'il nous faut aussitôt remarquer que si nous appelons à ce dialogue entre élèves au sein d'une classe pour contribuer tout autant à leurs orientations qu'à leur vivre ensemble dans la société de demain, alors comment ne pas faire appel à la même intensité de collaboration entre professeurs, à minima professeurs scientifiques, mais au-delà, parce qu'on sait bien que l'exemple est plus fort que tous les discours. Autre point. Vous savez, je crois que initialement notre ministre avait voulu intituler cet enseignement « Humanité scientifique et numérique ». L'Académie des sciences, à l'époque, il y a un peu plus d'un an, lui a respectueusement indiqué que ce titre prêterait à beaucoup de confusion. Il nous a entendus et le titre actuel est clair, mais il faut absolument conserver l'intention initiale. Et le ministre récemment m'a encore dit « Vous ne croyez pas qu'on pourrait revenir à l'ancien titre ?» Et pourquoi s'obstine-t-il, même si on ne serait plus très raisonnable de le faire, mais surtout pourquoi cette insistance? Le titre actuel est clair, mais l'intention initiale doit le demeurer aussi. S'il s'agit de science, il s'agit surtout d'humanité. Il s'agit de relier, pour paraphraser à nouveau Michel Serres, le dur au doux. Il s'agit de raconter quelques moments d'une formidable aventure humaine, passionnée, jamais achevée, toujours en quête de vérité. C'est ça la science. Vouloir connaître pour comprendre, vouloir connaître pour faire. Science et technique, ils sont intimement liés tout au cours de leur histoire, et c'est bien une aventure humaine que cet enseignement scientifique veut raconter, et non pas d'abord une liste de connaissances qui seront vérifiées à l'examen. Après ces quelques remarques sur le tronc commun, je voudrais présenter ce qui pour nous a été le fil rouge, le fil directeur de l'écriture de ce programme. Le grand récit, toile de fond du programme d'enseignement scientifique. Car, bien sûr, la question à laquelle nous devions répondre, c'est que voulons-nous faire partager à tous ces élèves dans leur diversité lors de cet étroit, trop étroit, bien sûr, créneau de 2 heures hebdomadaires pendant 2 années. La science contemporaine fournit un immense récit du monde naturel, dans lequel viennent s'inscrire toutes les disciplines, toutes les lignes de front de la recherche, toutes les découvertes qui ont marqué, au fil de l'histoire, et continuent à le faire aujourd'hui, avancées et ruptures. Qui sont les personnages de ce grand récit qui se déroule sur plus de 13 milliards d'années? Ce sont l'espace et le temps, la matière et l'énergie, le non-vivant, le vivant et l'humain, des lois d'organisation, de conservation, d'évolution qui gouvernent la complexité, et puis, de temps à autre, de stupéfiantes émergences de nouveautés, de chute de l'entropie, si vous préférez, telles que particules ou galaxies, cellules ou neurones, virus, êtres humains, molécules, roches, sons, lumière, ainsi qu'une foule de phénomènes du plus spectaculaire au plus discret. Ce grand récit, il est écrit dans la tête de chacun d'entre nous avec des colorations différentes suivant nos intérêts personnels, nos lectures, l'histoire de notre travail professionnel, mais il est, je crois, aujourd'hui, pour quiconque se veut acteur de la science, la toile de fond de son activité
de fourmi individuelle, quel que soit le lieu ou le sujet sur lequel il l'amène. Mais il n'y a pas que les sciences de la nature. L'aventure mathématique, essentielle à ce déroulement, est constamment présente. Elle est à la fois un personnage du récit qui s'écrit dans son langage, mais elle en est également constitutive en révélant la capacité logique, créatrice de l'esprit humain, cet esprit qui invente les nombres, les formes, les structures, les relations, les démonstrations. Et puis, plus récente, l'aventure immense de l'informatique explicite et manipule l'information et la mesure sous 1000 formes, traverse le récit, le structure et participe à son déploiement. À titre d'exemple, j'ai lu récemment que le projet de radiotélescope réparti sur les continents africains et australiens produira chaque seconde 100 pétabytes de données. 6 chiffres vertigineux, presque inimaginables, et que le stockage de la fraction de ces données consommera un certain nombre de mégawatts. Ça donne l'ampleur de l'irruption de l'aventure informatique dans le paysage du grand récit. Et bien sûr, ce récit n'existerait pas sans l'aventure technique, qui à son tour le dépasse et qui finalement est celle qui transforme nos sociétés. Donc, à y regarder d'un peu plus près, dans ce panorama s'entrecroisent en réalité 3 récits. Et ce sont ces 3 récits que nous avons essayé, plus ou moins heureusement, de tisser dans les propositions du programme. 3 récits fascinants, inséparables, mais de nature différente. Le premier, c'est le déroulement de l'histoire du monde au cours du temps et de ces 13 milliards d'années. C'est bien le déroulement d'une histoire. Le second, il est l'histoire de notre lecture de ce réel, ce que nous appelons aussi l'histoire des sciences. C'est une histoire dans l'histoire, si je puis dire. Et puis le troisième, eh bien, c'est l'histoire contemporaine, qui est façonnée et éclairée par la science et la technique, qui se déroule sous nos yeux, dont nous sommes les acteurs, comme le sont et le seront plus encore demain nos élèves. L'histoire du changement climatique, celle de la biodiversité, de l'intelligence artificielle, pour évoquer 3 thèmes qui sont bien présents dans le programme. Bien qu'à notre regret, le terme de récit n'ait pas été retenu par le Conseil supérieur des programmes, il paraît que ça ressemblait trop à récit national et donc prêté à controverse. Dans le préambule de présentation, c'est bien lui qui a guidé les choix des sujets traités. Des choix que l'on peut naturellement discuter tant la palette possible était vaste et les critères, au fond, très incertains. Les goûts de chacun pouvaient jouer ici. Mais qu'importe, si ces choix sont compris par les professeurs et puis surtout par les élèves, comme quelques modestes mais authentiques illustrations de cette immense toile de fond, ces 3 récits, le grand récit, qu'importe si ces choix donnent aux uns et aux autres le désir d'en savoir davantage et surtout de comprendre comment la science pense le monde, comment la science pense le monde, comment la science pense et nous aide à nous représenter le monde dans lequel nous vivons. Et naturellement, les intermédiaires, mais le mot est faible, les passeurs qui vont être capables de transposer les grands mots que je viens d'employer, les belles envolées lyriques, dans le quotidien de l'enseignement, ce sont les professeurs. C'est donc sur eux que va reposer, et c'est pour eux que vous êtes rassemblés aujourd'hui, que nous sommes tous ici, c'est sur eux que va reposer la mise en œuvre au quotidien laborieuse. Il y a donc des conditions du succès et elles ont été immédiatement énoncées tout à l'heure
par Édouard Kerklik. Je reprendrai les mêmes priorités, à peu près dans le même ordre, et nous ne sommes pas concertés à l'avance. Quelles sont les conditions du succès de cette affaire? Je ne crois pas, mais je me trompe peut-être, qu'il n'ait jamais existé en France un tel programme qui se veuille à ce point intégrateur de sciences. Peut-être dans le certificat d'études du début du XXe siècle. J'ai chez moi un livre du certificat d'études dont la publication date de 1891, c'est celui de mon père, j'aime bien le feuilleter, et j'y vois un souci réel d'intégrer les sciences. Et si je creuse mes souvenirs d'enfant, je me souviens d'avoir lu le Tour du monde, le Tour de France par 2 enfants avec passion, et il y a dans ce livre, que je feuillette encore souvent, à nouveau, ce souci d'intégrer sciences, et fortement technique d'ailleurs, parce que c'est l'époque de l'exode rural et du développement industriel de la France. Mettre en place un tel programme a suscité et suscitera encore bien des interrogations, des inquiétudes, des critiques. Aucun professeur n'y reconnaît son champ disciplinaire favori. Chaque proviseur y trouve un casse-tête pour construire son emploi du temps, puisque la pente naturelle serait, je l'ai dit en introduction, de reconstituer des classes de scientifiques et d'autres de non-scientifiques. Alors, et pour ne pas être trop long, permettez-moi ici la franchise la plus extrême. Non pas que je nie ces difficultés qu'il nous faut dépasser ensemble, mais nous voulons réussir. Première question, qui va enseigner ce programme? L'idéal, et je pense que cet idéal n'est pas inaccessible, serait que dans chaque lycée, un groupe de professeurs comprenant non seulement les scientifiques, mais également et à minima l'historien et le philosophe, prennent en charge la cohérence globale de ce qui sera enseigné ensuite dans 1, dans 2, dans 10 classes d'enseignement scientifique suivant la taille du lycée. Qu'ensuite, et surtout, le partage nécessaire des horaires des charges d'enseignement ne conduise pas au découpage au ciseau de ce qui, dans la formulation du programme, ressemble, et je mets des guillemets, à de la physique, à de la chimie, à des SVT, sans parler des sciences de l'ingénieur, auxquelles, à mon sens, nous n'avons pas fait la place qu'elles mériteraient. J'ai déjà formulé devant l'inspection générale et quelques IPR, certains sont dans la salle, une proposition paradoxale, scandaleuse, provocatrice, mais je la répète ici. Si telle partie du programme ressemble à de la physique, alors qu'elle soit enseignée par le professeur de mathématiques ou de SVT, et réciproquement. Au moins, l'effort, et il n'est pas négligeable, qu'il leur faudra faire, rapprochera infiniment ces professeurs du contexte cognitif des élèves les plus éloignés du sujet et engendrera inévitablement, nous l'avons déjà vécu avec notamment Marie-Blanche Moura dans la mise en place de l'enseignement intégré de sciences et technologies en 6e, et entraînera inévitablement un dialogue fructueux entre collègues. Alors, paradoxal, provocateur, susceptible de mettre en place des panneaux de protestation et des défilés, peut-être, mais je fais quand même la proposition, car comment proposer à nos élèves de transcender leur goût personnel, leurs frontières d'intérêt, si les professeurs ne leur donnent pas l'exemple, en leur montrant que le grand récit de la science, il a une profonde unité qui seront amenés à pratiquer dans le projet. Et je rejoins ici également le vœu d'Édouard, c'est que ce projet ne soit pas la dernière roue du carrosse dans la mise en place de l'enseignement en première. Bon, tout ça est bien, mais deuxième critère de réussite, il faut accompagner les professeurs. Cette affirmation s'applique bien sûr aux programmes disciplinaires les plus classiques, mais ici, ô combien d'avantages. Par exemple, lorsque nous avons construit le programme qui traite de climat et société en terminale,
avec l'énergie, ça fait un peu plus de la moitié de l'année. Que d'efforts dans notre groupe pour être certains que nous-mêmes comprenions ce que nous proposions aux professeurs de traiter, que nous entendions le même sens sous les mêmes termes. Combien de fois nous a-t-il fallu nous référer à des articles originaux pour vérifier une affirmation ou même pour être sûr que Wikipédia ne nous entraînait pas dans des voies incorrectes? Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que le problème climatique est par excellence, fondamentalement, un problème interdisciplinaire. Et il se prête donc, outre les arguments qui ont été avancés pour le réclamer, il se prête parfaitement bien aux propos de l'enseignement scientifique. Mais il se prête parfaitement mal au cloisonnement traditionnel des disciplines en silos. Et vouloir le découper selon le pointillé qui va séparer la physique des SVT, des mathématiques ou de l'informatique qui est moins présente dans cette partie du programme, est simplement un non-sens intellectuel. Et si j'évoque d'autres sous-thèmes des programmes tels que l'évolution démographique, l'optimisation du transport de l'électricité, le son et la musique, j'y retrouve toujours, à des degrés divers, ce même dialogue incontournable entre disciplines. Accompagnement donc. L'Académie des sciences, avec l'inspection générale et la DGESCO, réfléchit actuellement à la mise en place de solides outils d'accompagnement. Nous ferons sans doute une vidéo par sous-thème confiée à l'un d'entre nous et donnant un peu la place de ce sous-thème dans le grand récit. Nous ferons sans doute aussi quelques vidéos plus générales illustrant le préambule. Mais je ne doute pas que l'effort propre de l'inspection générale et de la DGESCO, que les associations de professeurs, si possible certaines des maisons pour la science, ou d'autres instances encore, telles notre Office for Climate Education qui a été mentionné, et d'autres se mobilisent pour réussir. Accompagnement, deuxième nécessité. Et puis, troisième point, qui a également été évoqué tout à l'heure, l'évaluation. La présentation du programme obéit aux normes imposées. Savoir dans la colonne de gauche, savoir-faire dans la colonne de droite. L'évaluation et la note de contrôle continu, soit quelques pourcents de la note finale du baccalauréat, vont, comme toujours, et c'est normal, inévitablement guider les professeurs et les établissements. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Et là aussi, puisque ce programme est en quelque sorte une mutation par rapport au programme traditionnel, il nous est important de savoir ce qu'on veut mesurer, ce qu'on veut que les élèves aient compris, appris. Et de ce point de vue-là, la présentation sur les deux colonnes, que nous avons faite, je le répète, en respectant les règles, risque d'être un petit peu sommaire ou caricatural même. Chaque sous-thème veut familiariser les élèves avec au moins une notion clé de science, ce que nos amis anglo-saxons appellent big ideas, avec son histoire, l'émergence, je dirais, épistémologique, comment est-ce que ce concept est né, est apparu, souvent après un accouchement très laborieux. Penser qu'il a fallu presque un siècle pour que l'énergie, la chaleur, soit comprise comme une forme d'énergie. Un siècle avec des gens qui n'étaient pas complètement négligeables, Fourier et d'autres. Donc c'est compliqué. Cette notion clé, et dans ce sous-thème, c'est l'essentiel. Il est simplifié, il doit être dépouillé pour être finalement compris un peu et mémorisé par l'élève. Là, la science remplace, et c'est évidemment la tâche difficile du professeur, du visible compliqué par de l'invisible simple, suivant la belle formule de Jean Perrin. Et puis viennent les défis sociétaux dont le détail et l'illustration est laissé à l'initiative des professeurs, mais que permettent presque immédiatement les intitulés des sous-thèmes du programme. Et là, il s'agit bien de ce travail collectif entre professeurs que j'ai mentionné plus haut.
les thèmes d'actualité ne manquent pas, auxquels sont sensibles, pour ne pas dire hypersensibles, les lycéens. Changement climatique et justice climatique, vaccination, réseaux sociaux, etc., etc. Chacun peut ouvrir un débat éthique, politique, philosophique, qui peut alors se dérouler de façon informée, non dogmatique, mettant en évidence les valeurs et les responsabilités qui sont en jeu. Je n'ai pas encore prononcé le mot éthique, mais il fait partie de notre préambule et parfois des intitulés de tel ou tel sous-thème. Ici, la science ne tranche pas. Ce n'est pas elle qui dit l'éthique. Elle ouvre simplement ce que Paul Ricoeur appelle un espace de perplexité, parce qu'elle est nouvelle, un espace dans lequel l'élève, qui aurait été nourri de science, peut apprendre à cheminer de façon réfléchie, débattue, personnelle, pour construire sa stature d'homme et de citoyen, d'homme, de femme évidemment, et de citoyen. Comment évaluer donc ? Puisque la formule retenue, si j'ai bien compris, est celle d'une banque nationale d'exercice qui sera publiée par l'inspection générale et dans laquelle puisera chaque établissement, comment éviter le bachotage autour d'exercices standardisés ? Le groupe de professeurs que j'appelle de mes voeux saura-t-il dans chaque lycée faire la part entre un contrôle classique et une inventivité à la hauteur des ambitions de ce programme d'enseignement scientifique? Je crois en particulier que l'éclairage de professeurs non scientifiques, historiens, philosophes, si on veut dire que les sciences ou la philosophie en tout cas ne sont pas une science dure, leur éclairage serait précieux si certains participent à ce groupe. Voilà, je crois que j'ai délivré le message auquel je tiens beaucoup, parce qu'il me semble que nous avons là une chance formidable de transformer la vision de la société française. Pensons simplement que si 400 000 jeunes pendant 2 ans suivent ce cours, au bout de 10 ans, ce seront 4 millions de nos concitoyens qui auront peut-être mieux compris ce qu'est la science. 4 millions, près de 8% de la population française. Nous avons sur nos épaules, les professeurs ont sur leurs épaules une lourde responsabilité. Nous ferons de notre mieux, j'en suis sûr, pour les aider et les accompagner. Merci.